Et puis, je dirais encore autre chose, troisième chose pour laquelle il me semble qu'il y a de l'insuffisance dans cette image un peu idéale des sciences, c'est que la production des savoirs et la production des techniques sont beaucoup plus mélangées qu'on ne le dit en général. Si nous prenons l'exemple d'aujourd'hui, c'est extrêmement clair, parce que je peux partir d'aujourd'hui, je viens de l'évoquer à propos des biotechnologies, mais la science d'aujourd'hui, elle est profondément technoscience. Ne pensez pas que les biotechnologies, ce serait de l'application de la biologie moléculaire. C'est plutôt l'inverse qui est vrai. Les biotechnologies sont ceux qui avancent et qui génèrent du savoir sur la biologie moléculaire, du savoir de type biologie moléculaire. Aujourd'hui, la science, elle est avant tout, c'est manifeste dans beaucoup de domaines, elle est production de dispositifs, production de systèmes, d'instruments, de techniques, de machines. D'une certaine façon, on pourrait le dire ainsi, ceux qui connaissent les travaux de Heidegger, le philosophe allemand d'avant-guerre et d'après-guerre, eh bien, on pourrait dire que sa prophétie s'est presque réalisée. L'idéal et l'éthos aujourd'hui des sciences est devenu très largement celui des techniques et des techniques en milieu marchand. Et l'éthique des scientifiques purs, telle qu'on en a parlé tout à l'heure, me semble être le plus souvent résiduelle. Enfin, le dernier élément que je dirais pour dire que cette image me semble un petit peu courte, c'est que ce que je viens de dire là n'est pas propre à cette fin de XXe siècle. Ce que je viens de dire me semble caractéristique de la nouvelle science qui s'invente à l'époque moderne, de la science moderne telle qu'elle commence au XVIe siècle, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle. La thèse que je défends fortement, c'est que quelque chose de radical a changé en Europe occidentale vers le XVIe, XVIIIe siècle. On ne peut pas donner de date précise. Mais à ce moment-là, on invente une manière différente de produire les savoirs qui débouche, qui est la science moderne. Et c'est depuis ce moment-là que les choses ont radicalement changé. D'une certaine façon, nous ne sommes pas en continuité avec les Grecs. Ça, c'est mon sentiment. Nous ne sommes pas forcément en continuité avec la science mésopotamienne ou arabe. Nous sommes en rupture avec elle. L'Europe a inventé une manière de faire qu'on appelle la science, qu'on n'appelait pas la science avant. Et cette manière-là est cette manière très pragmatique et effective de faire les choses pour les contrôler. Alors qu'est-ce qui les caractérise? Qu'est-ce qui caractérise cette science moderne depuis le XVIe ou le XVIIe siècle? J'en propose 4 éléments. Et je vous donnerai un exemple ensuite pour montrer concrètement, sur un exemple très précis pris dans le XVIe siècle, ce que ça peut signifier. Alors, d'abord, devient centrale, pour cette nouvelle manière de produire du savoir, l'expérience. En anglais, en latin, enfin dans beaucoup de langues, on a 2 mots pour le mot français « expérience ». Alors, je vais vous les donner en anglais et puis en latin, et puis après on va les commenter en français. En anglais, on fait la différence entre « experiment », faire une expérimentation, et « experience », le fait que vous avez l'expérience de quelque chose. En français, c'est le même mot, l'expérience. Comme vous avez, en latin, « experimentum » et « experientia ». D'accord? Eh bien, je dirais, ce qui devient franchement neuf dans le XVIIe siècle, c'est la généralisation de l'experimentum. Dorénavant, faire science, c'est se mettre dans des endroits fermés, des endroits qui ne sont pas ouverts au public, qu'on appelle des laboratoires maintenant, dans lesquels on fabrique des faits à partir de machines. On ne regarde pas si le corps lourd tombe, si le corps léger monte, etc., comme dans la physique aristotélicienne. On prend, au XVIIe siècle par exemple, des pompes à partir desquelles on fait du vide, dans des enceintes, et on fait des expériences, et on enregistre une série de faits. Ça devient la norme, c'est ça qui devient la norme, d'une bonne pratique des sciences. Mais comprenez bien que lorsque la bonne pratique de votre savoir, ça consiste à faire ces expériences contrôlées, ce que vous faites dans le même mouvement, c'est peut-être de produire du savoir, mais c'est surtout de produire de la technique. Les deux vont de pair. La science moderne est dans le même mouvement une production de savoir et une production de technique, puisqu'elle s'appuie sur des techniques pour produire du savoir et que les savoirs nouveaux qu'elle produit l'aident à améliorer des techniques. Et c'est en ça que notre science à nous est aussi puissante, est aussi
est capable de nous emmener sur la Lune, est capable de faire fonctionner vos téléphones portables, etc. C'est absolument extraordinaire. Ce n'est pas simplement qu'on aurait découvert la vérité du monde et puis qu'on l'appliquerait. Sinon, ça ne marcherait jamais. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est que d'emblée, nous sommes dans cette cofabrication d'un savoir et d'une technique. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose importante qui se met en place dans ce XVIIe siècle, en gros, pour faire vite, c'est que dorénavant, parler scientifiquement, ça ne consiste plus à faire des phrases. Ça consiste, en dehors de cette relation matérielle, pratique autour de l'experiment, ça consiste à construire des relations numériques, à mathématiser le monde. Ce qui vous intéresse, ce n'est plus de comprendre quelle est la nature de la gravitation. Est-ce que la gravitation, c'est un phénomène divin? C'est-à-dire comprendre l'essence de la gravitation, le sens que ça peut bien avoir. Ce qui vous intéresse, c'est de donner la relation mathématique qui vous permet de maîtriser la gravitation. Donc, experiment, mathématisation, ça, ce sont les deux choses vitales qui s'inventent au XVIIe siècle. Alors, ça réussit bien, d'une certaine façon. Ça réussit bien entre Galilée au début du siècle et Newton à la fin du siècle. Cette pratique-là a pris du poids. Elle a pris de l'ampleur. Pourquoi en a-t-elle pris? D'abord, par exemple, parce qu'à faire des expériences avec des pompes à vide, ça a comme résultat que vous fabriquez des pompes de mieux en mieux, des pompes de plus en plus efficaces, et que ces pompes, elles sont extrêmement utiles. Par exemple, dans les mines. Par exemple, pour les jets d'eau, dans les jardins royaux. Pour pomper l'eau de la Seine, pour la faire circuler dans la ville. C'est-à-dire que cette science est directement utilitaire. Et pas étonnant qu'elle intéresse que les puissants la financent. D'accord? Ça a deux effets. C'est que d'abord, on invente de nouvelles institutions. Parce que si on veut que ce soit ça qui devienne la vraie science, et pas ce qu'on faisait dans les universités avant, alors il faut qu'on crée les moyens de ça. Quelle est la première grande institution qui est créée, nouvelle, qui est créée à la fin au milieu du XVIIe siècle, en 1657 très exactement, à Florence? C'est une académie. Qu'est-ce que c'est une académie? Une académie, ce n'est pas du tout à cette époque-là ce que sont devenues les académies. Ça n'a rien à voir avec l'académie maintenant. Ce sont de très jeunes gens qui sont là. Et ce qu'on fait dans les académies, ce qu'on fait à l'Accademia del Cimento, elle s'appelle Accademia del Cimento, ce qu'on fait, c'est un immense programme expérimental. On dirait maintenant un grand programme de tests, un grand programme de tests de machines, un grand programme de tests de techniques, d'instruments. On les essaie. On publie des livres techniques qui racontent ce qu'on est capable de faire avec ces machines, et on construit, le grand-duc de Toscane va faire construire une collection de machines, ces machines étant exposées à la fois pour tous ceux qui en ont usage, les artisans, les ingénieurs, etc., je vais y revenir tout à l'heure, mais aussi tous ceux qui veulent savoir. C'est ça une académie. Et quand on pense que c'est ça une académie, on comprend pourquoi ça n'a rien à voir avec l'université médiévale. L'institution a changé. Et la hiérarchie des valeurs a changé. La hiérarchie des disciplines a changé. Au début du XVIIIe siècle, dans une grande partie de l'Europe, par exemple, eh bien, faire des mathématiques, faire de la physique comme ça a plus de valeur. Les gens accordent plus d'importance à ça que faire de la philosophie, ou peut-être même que faire de la théologie. Mais par contre, si vous vous étiez mis 2 siècles avant, la question ne se posait même pas. Lorsque Galilée commence, nous sommes donc dans les années 1580-90 en Italie, lorsque dans ces années-là, il commence sa vie de jeune mathématicien, il est en bas de l'échelle. Le mathématicien, c'est celui qui, dans les universités, occupe le dernier rang le moins important, le rang le plus ordinaire, le rang le plus facile, le rang le plus pratique, le plus pragmatique. C'est évidemment le théologien qui est en haut, évidemment le philosophe est bien au-dessus, celui qui s'occupe de la théorie de la musique est au-dessus. D'accord? Un siècle et demi plus tard, les choses se sont profondément inversées. C'est ça la constitution de la science moderne, c'est la constitution de cette manière de faire l'expérience, cette manière de penser le nombre, cette manière de se constituer dans des institutions construites autour de machines, et c'est cette nouvelle hiérarchie
des valeurs. Il y a un autre type d'institution qui apparaît dès ces années-là, ce sont les académies militaires, les écoles militaires. Elles sont aussi quelque chose qui est au cœur de cette révolution. Et c'est pour ça qu'elles nous intéressent dans le sujet d'aujourd'hui.